Bonjour à tous, aujourd'hui revue des marchés accompagné de Anthony. Avant de vous présenter Anthony, par contre, ce que je vais faire, je vais juste dire que l'épisode est encore présenté par Céramique DF, que vous connaissez déjà maintenant. Donc si vous avez des besoins en céramique, bien entendu, comme le nom l'indique, tout ce qui est Montréal, Rive-Sud, envoyez-leur un petit coup de téléphone, une petite soumission, vous allez voir, service professionnel impeccable. Si vous avez un propriétaire d'entreprise qui écoute le podcast et qui veut encourager l'entrepreneuriat, le développement personnel et la finance, évidemment, la compagnie va être aussi bonne. Donc voilà, Céramique DF, merci. Et Studio Les Bunkers pour aussi les studios de qualité incroyable. Incroyable. Comme tu n'arrêtes pas de me dire depuis tantôt, la qualité est folle. J'en reviens pas. Ouais, tous les invités qui viennent me disent la même chose. Ils sont comme, voyons, ça doit coûter une beurrée ici. Puis oui, ça doit coûter une méchante beurrée pour tout faire. Mais une fois qu'après, justement, tu es capable de payer à chaque fois que tu viens à l'achat, ou tu as des forfaits, c'est même plus on va dire, une question que tu te poses quand tu vois la qualité que ça ressort, quand tu as fini d'enregistrer, la simplicité que tu as quand tu dois monter tes clips de podcast et tout. Ouais, ça n'a juste plus rapport. Donc, Anthony, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, Simon. Ben, ça fait plaisir. Donc, Anthony, tu as 19 ans. Peux-tu te présenter Ouais. Donc, je viens de Sherbrooke originellement, 19 ans, passionné de finance depuis mes 15 ans, surtout dans l'investissement. La bourse, j'adore. J'ai commencé à investir avec l'argent de mes parents, bien évidemment. Sans qu'ils sachent. Sans qu'ils sachent, non. Mais ouais, donc j'ai commencé avec l'aide de mes parents à mes 16 ans. J'ai lu plusieurs livres avec toi aussi, avec ton ancien podcast. Vous m'avez vraiment aidé pour, on va dire, me construire une philosophie d'investissement vraiment. Donc, premier jour de mes 18 ans, CELI, je travaillais, j'étudiais, j'ai épargné assez d'argent. Dès le premier jour, je me suis ouvert un compte, j'ai commencé à investir, j'ai tout mis dans mon CELI. De façon autonome, tu l'as fait? De façon autonome. J'ai tout mis dans mon CELI, dans Disnat. J'avais environ 10 000 $ d'épargnés. Premier jour, j'ai tout mis dans un ETF là, qui réplique le S&P 500, VFV. OK. Puis, ouais. Puis, ça fait un an environ, je commence un peu à faire du trading. Je m'intéresse vraiment, vraiment là-dessus. Écoute, je suis un passionné, mais ouais. Donc, j'investis passivement avec mon CELI. Puis sinon, ben, j'ai un budget pour faire du trading, swing trading. Swing trading. Ouais. C'est ce qu'il faut faire aussi, puis c'est ce que je conseille aux gens. Tu sais, moi, je dis que 90% de ton portefeuille devrait être dans des fonds négociés en bourse ou des compagnies très solides, très stables. Absolument. Puis, mettons, garde-toi à 5-10% de ton argent où est-ce que tu peux faire un peu de swing trading, etc. Mais de tout mettre ton argent à 100%, de faire du day trading ou du swing trading, c'est pas toujours pas une bonne idée, selon moi. Surtout quand tu n'as pas de formation, pas de connaissances sur les marchés. T'es mieux de te faire la main justement que de l'investissement long terme via des fonds, commencer à connaître un peu les graphiques et tout, puis après te lancer. Donc, revue des marchés, on l'a fait pour l'année 2024, on l'a fait pour janvier 2025 et là on le fait pour février 2025. Je veux juste mettre en garde que même si on le fait à chaque mois, en tant qu'investisseur, on ne devrait pas regarder les marchés chaque mois et de dire « Oh my God, il y a ça qui a chuté, il y a ça qui a monté », surtout quand on le fait d'une façon long terme. Par contre, de connaître un petit peu l'économie, de connaître un petit peu les tendances, de connaître un petit peu les business, c'est bien. Ça va nous aider à comprendre mieux, justement, regarder la macro, le micro va nous faire comprendre mieux le macroéconomie après, les taux d'intérêt, le taux de chômage qui augmente, les cycles économiques. Donc, c'est pas mauvais. On s'est mis qu'on est à 17% de l'année qui est complétée déjà. Ouais, déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Et ce qui est impressionnant, c'est que si toi, à 19 ans, tu trouves que la vie passe vite, quand tu auras 35 ans et plus, ça va encore plus vite. C'est ce qu'on disait hier avec ma blonde. Quelqu'un m'a dit ça quand j'étais jeune, j'avais 26 ans. Puis je disais, man, le temps, 26, 27, je lui avais dit, oh, Jonathan, le temps, ça passe tellement vite. Puis Jonathan m'avait répondu qu'il lui avait 40. Il m'avait dit, si tu penses que de 20 à 30, ça passe vite, attends de 30 à 40. Et Jonathan avait raison, ça passe extrêmement vite. Là, on a préparé un peu l'épisode. C'est-tu toi qui nous a mis que le tarif sur Canada-Mexique va commencer le 4 mars? Yep. Ok, je n'ai pas suivi. Tu as suivi un petit peu ça rapidement? Ça a été reporté, bien évidemment. Donc, 25% toujours pour le Canada et le Mexique. Pour l'instant, pour la Chine, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles. Okay. Puis la réponse du Canada, ça reste la même chose. Donc, on met un 25% aussi pour les États-Unis. On attend de voir qu'est-ce qui se passe. Selon moi, à mon avis, c'est
une technique de négociation. Ouais, Donc c'est mis pour le 4 mars, dans 2 jours, bientôt. Oui, puisqu'on est le 2 mars aujourd'hui. Ouais. Donc, ça reste toujours la même chose, là. La réponse du Canada est la même pour l'instant. Ça a juste été Remis un petit au peu. plus tard. Ouais. C'est quoi ton take là-dessus? T'as-tu une opinion ou... Moi, j'en ai pas vraiment. Honnêtement, c'est de la négociation, je pense. Ils vont arriver peut-être à un accord. Je comprends le côté des États-Unis, peut-être favoriser l'économie de Bien l'État. sûr. Mais non, pas vraiment d'opinion. Ouais, moi aussi, je suis plus... Allons-nous vers une correction boursière? Ça, c'est la grosse question qu'on s'est posée. Ouais. Je disais sur un autre podcast, quelqu'un m'a approché pour me dire ah là, il y a eu la chute qui s'en vient avec tout le contexte géopolitique, donc je vais attendre que ça reprenne. Puis je lui ai demandé, ok, ça reprend quand? Puis il ne savait pas. La grosse question. Il y a une phrase en anglais qui dit time in the market est plus grand, genre beat le timing de market. Donc en gros, c'est le temps que tu vas rester dans le marché est beaucoup plus grand et beaucoup plus efficace que d'essayer de timer le marché. Les petites chutes, donc une correction boursière, s'il y a un 10% de chute, ça arrive aux 18 mois statistiquement. Ça peut s'accélérer, il peut y avoir des périodes où est-ce qu'il y en a plus ou moins, dépendamment justement l'économie, la politique, etc. Mais ça arrive et c'est sain d'avoir des chutes comme ça. Comme tu l'avais justement écrit, ça permet d'un peu d'ajuster. Ouais, la surévaluation des compagnies. Ouais. Exactement, parce que des fois, ça va monter d'un seul coup, ça fait juste recadrer un petit peu les prix. Donc, le but quand on investit d'une façon autonome, c'est de ne pas regarder ces fluctuations-là et si on les regarde, de embrace, excusez-moi l'anglicisme, ces situations-là et de dire, OK, est-ce que j'ai de la liquidité? Ouais. Je vais acheter plus. Ouais. Parce que ça a chuté, j'achète plus. Donc, est-ce qu'on se va voir une correction boursière? La réponse est, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si toi, tu en as une idée, mais moi, j'en ai pas. Puis, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Tu continues d'acheter. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand ça chute? Tu continues d'acheter. Ouais. Il n'y a pas de secret, c'est que tu continues. Donc, 6 corrections, je pense que toi qui as mis ça, c'est des rabais en fait. Puis Warren Buffett disait, la bourse, c'est le seul magasin où quand les choses sont en rabais, les gens partent en courant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Puis il dit aussi, Warren, je pense que c'est Charlie Munger qui disait ça, il disait, qu'est-ce qu'il disait donc? Je me souviens plus ce qu'il disait, c'était en anglais aussi, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, si ça chute, allez-y. Puis essayez pas de timer les marchés, faites juste continuer à acheter d'une façon efficace. Statistiquement, c'est mieux de mettre aussi tout ton argent d'un seul coup. Ouais, rester tout le temps investi. Je crois que statistiquement, la bourse monte 2 années sur 3. Okay. Donc, c'est toujours mieux de rester investi tout le temps que d'essayer de timer le marché. Je l'ai dit avec mon autre invité juste avant toi, avec Mathieu, où je disais que si tu manques les meilleures journées en bourse, à la fin d'un cycle haussier, mettons sur 10 ans, c'est la moitié de ton rendement qui est grugé. Si tu manques les 30 meilleures journées, c'est comme incroyable. Donc oui, non, le but, c'est de rester investi, de faire fi de ces mouvements-là, puis de se dire, bon, let's go, on investit. Tu voulais nous parler justement parler de Warren Buffett. Ouais. Tu voulais nous parler de Berkshire Hathaway, que je prononce comme je ne sais pas trop quoi. Donc je te laisse un peu en parler. J'ai juste mis une note que donc Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de Warren Buffett, et anciennement Charlie Munger, sont sur un all-time high. Donc là, en un mois seulement, ils ont augmenté de 9,35%. Donc all-time high, ça veut dire c'est un record historique du prix de l'action. Il n'a jamais été aussi haut. Qu'est-ce qui se passe avec Berkshire Hathaway, Antoine? Ouais, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc, compagnie de Warren Buffett, un des plus grands investisseurs les plus respectés, j'imagine. Ouais. Donc, ils sont rendus à 334 milliards de liquidités, donc en cash, empilés depuis le mois d'août. C'est quand même assez fou. 334 milliards. Milliards. Ils ont vendu, en fait, dans les derniers mois, plusieurs positions. Donc, ils ont réduit de 14,7% Bank of America, donc assez grand. Ils ont réduit de 73,5% Citigroup. Ils ont vendu également Enu Holdings de 53,5%, ce qui est assez grand. Ulta Beauty, qui est quand même une compagnie assez renommée, 100% de vendus. Sais-tu quand est-ce qu'ils ont vendu Ulta Beauty par hasard? Non. Par contre, ils ont vendu SPY, donc un ETF qui retrace le S&P 500, et puis VOO, 100%.
Ah oui, Donc, ils ont vendu tout le tout. S&P 500. Ouais, donc, les positions qu'il y avait pour Spice, c'était 22,6 millions. Ah, ça va. Ça va. Puis, pour VOO, 22,68 millions. Mais quand même, c'est intéressant de savoir que... Qui font des moves. Tu vois, Ulta Beauty, qu'ils ont vendu à 100%. Il faudrait retrouver quand est-ce que c'est. Mais tu vois, depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, ils sont à moins 15,75%. Berkshire Hathaway, on va regarder ça. Puis quand même, avec 334 milliards de liquidités à ce jour, Warren, il peut acheter avec ça la compagnie entière de Coca-Cola. Ils peuvent acheter Bank of America. Ils peuvent acheter Alibaba. Donc, c'est quand même fou que tu as des liquidités. Normalement, tu commences à vendre tes positions quand tu vois quelque chose va arriver, pas très bien souvent. Donc, est-ce qu'ils savent quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Penses-tu qu'il y a on appelle ça du délit d'initié, là, quand les gens savent à l'avance des choses, donc c'est illégal, normalement. Ouais. Et moi, je pense qu'ils savent tout. Tu sais, comme on voit la marijuana quand les libéraux, ils sont encore au pouvoir, malheureusement. Mais quand les libéraux ont lancé tout ce qui est marijuana, tous ceux qui devaient faire de l'argent avaient déjà fait leur argent. Après ça, les gens ont fait des peanuts, là. Donc, je me demande quand c'est déjà dans les news, en fait. Quand c'est déjà dans les nouvelles, c'est déjà trop tard. Donc, ouais. S'ils savent, je pense que oui. Bah oui, moi je pense que ils doivent avoir des gros insiders. Puis on va parler, peut-être pas aujourd'hui, mais des insider trade, donc que je vais vous mentionner de temps en temps. Un insider trade, dans le fond, c'est quand une personne qui a des actions de sa propre entreprise, donc admettons un CEO, un VP a des actions d'une entreprise cotée en bourse, bien entendu, quand je parle d'un insider trade, et qu'il va faire des moves d'actions, c'est-à-dire vendre beaucoup d'actions ou acheter beaucoup d'actions. Habituellement, un gars ou une fille qui est CEO de ABC Inc., qui est en bourse et qui va vendre des actions, c'est pas forcément, ça devrait pas forcément nous sonner des cloches pour dire, oh my God, ils vendent, ça va se planter, etc. Des fois, c'est juste qu'ils ont des impôts à payer, des fois, c'est qu'ils ont besoin de liquidités pour réinvestir ailleurs. Donc, c'est pas forcément ou qu'ils commencent un plan de décaissement ou qu'ils commencent à sortir ses actions. Donc, faut pas forcément voir un CEO qui vend ses propres actions, mais mettons le gars de Couche-Tard qui avait vendu, c'est pas forcément, oh my God, c'est en train de se planter. C'est pas aussi simple que ça. Tout comme la personne qui m'a dit tantôt qui attendait la remontée pour investir, il me disait justement aussi d'autres choses de ça. Oui, mais là, il se poste ça sur les marchés, donc là, ça devrait arriver. Puis je dis, mais non, je vais expliquer que une compagnie, mettons, qui fait des très très bons résultats financiers n'égale pas que la compagnie va exploser. Non. Tout comme une compagnie qui sort des mauvais résultats financiers ne veut pas dire que la compagnie va chuter en bourse. Exact, c'est vrai. Oui, il y a une certaine corrélation, mais pas tout le temps. Parlons des indices boursiers. Donc, on a sorti dans l'indice, on a sorti le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le TSX, puis le Bitcoin. S&P 500, ça n'a pas trop bougé. On est vraiment moins 1,87%. Ça stagne. Ouais. Le Nasdaq a perdu un petit peu plus par contre. On parle de moins 2,74% sur le Nasdaq, qui est donc Nasdaq, c'est 100 entreprises américaines qui sont majoritairement, en fait, 50% sont dans le secteur technologique et le Nasdaq exclut les finances. Donc, il n'y a pas de compagnie financière dans le Nasdaq. Voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur S&P 500 et Nasdaq. Beaucoup de monde investissent dans des fonds tout en un ou limitent leur exposition au S&P 500 et Nasdaq en se disant « Oui, mais je ne veux pas mettre tous mes œufs aux États-Unis » Alors, il ne pourrait pas y avoir un énoncé plus faux que celui-ci de se dire « J'investis dans le S&P 500, donc j'investis strictement aux États-Unis. » Si je te nomme à toi ou d'autres personnes, faisons-le d'ailleurs, CAC 40 Top Holdings. Okay, donc le CAC 40 qui est en France, les 40 meilleures entreprises en France. Donc peut-être que tu vas les connaître, mais dis-moi si tu les utilises à chaque jour. 10% du top du CAC 40, c'est LVMH, donc Louis Vuitton, Moët & Chandon. Ouais. Moi, je n'en porte pas et je ne bois pas. Le deuxième, c'est Schneider Electric. Personnellement, je ne consomme pas de Schneider Electric, donc ils ont des lave-vaisselle, des fours, etc. Ensuite, ils ont Total Energy.
Ici, on n'a pas Total. On a assez de pétrole au Québec, etc. Ensuite, c'est Sanofi. Si ma mémoire est bonne, Sanofi, je ne veux pas dire de bêtises, entreprise pharmaceutique. Est-ce qu'ils vendent ici? Je ne le sais pas. Peut-être. Ensuite, on a Airbus. Bon, si tu voyages, tu vas prendre peut-être des Airbus. Ensuite, on a Safran. Aucune idée ce que c'est. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Safran. Dans l'aviation également. Aucune idée ce que c'est. J'en avais jamais entendu parler. Et ensuite, on a Hermès International, que je ne sais pas non plus ce que c'est. Ok, Hermès International. Ah, c'est des bouts. Ok, c'est des sacs à main, ça, c'est-tu ça? Je pense que c'est ça. Bref, Je connais pas truc manufacture de harnais et de selles. Un groupe de luxe spécialisé, c'est ça. J'en utilise pas. Si par contre, je te prends, on fait le même exercice et que je te prends le top 10, et on pourrait faire avec le Canada aussi. RBC, appelle un Français ou un Américain, puis tu lui dis RBC, TELUS, TD, il va te regarder, il va dire ok, t'es con, il sait pas. Par contre, je te prends le top 5 des compagnies du S&P 500, Apple. Oui. Tout le monde l'utilise, Apple. Ouais. Tout le monde. Alors là, vous allez dire, non, moi je suis Samsung, c'est bon. On a du Nvidia, qui est maintenant utilisé partout pour l'intelligence artificielle, etc. Microsoft, tout le monde utilise Microsoft. Ouais. Okay. Amazon, tout le monde utilise Amazon. Et le 5e, Meta. Je peux aller au 6e, Google. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises du S&P 500, oui, leur siège social est aux États-Unis, mais ces entreprises-là sont investies partout dans le monde. International. C'est international. Ouais. Beaucoup de leurs chiffres d'affaires ne viennent même pas des États-Unis. Certaines compagnies, la majorité de leur chiffre d'affaires vient du reste du monde versus les États-Unis. Donc, quand vous voulez investir en bourse, ne regardez pas le S&P 500, le Nasdaq comme un fonds strictement américain où il y a juste des entreprises américaines. Ces entreprises-là vendent partout dans le monde. C'était ma parenthèse. C'est vrai. Puis je crois que la bourse en fait américaine, c'est, je peux pas dire un chiffre exact, mais je crois que c'est 70% de la bourse au monde entier. Ça pèse le plus, donc quand même 70%. Bourse américaine. Ça vaut la peine d'être investi aux États-Unis. Mondial. Je pense que le Canada, c'est 2%, quelque chose, 2 ou 3%. Donc, on regardera, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode. Mais quand même, ça va être intéressant, parce que je l'ai pas là sous la main. Ensuite, Bitcoin. Ouais. Grosse baisse. Donc, le Bitcoin, moins 18%, passe de 101 000 $ américains. US, ouais. À 84 000. Est-ce que tu peux en acheter? Ah oui. J'ai acheté du Bitcoin. Mais ça a remonté en date d'aujourd'hui. Ils ont fait 10% en 24 heures. Ils sont montés à 93 000. Donc, là, c'est en train de me dire que quand je vais me connecter lundi, je vais être... Ah bah ouais, t'as raison. Ouais. Donc, ils sont rendus à 93 000. Bon, bah, tu vois, je suis déjà à profit. De 84 000 à 93, c'est pas mal. Ouais, donc, grosse chute du Bitcoin. Ça a remonté dernièrement. Donc là, on est à 93 000 à l'heure où on se parle. Ouais. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi ça avait chuté le... Pas du tout. Non, non plus, j'en ai aucune idée. Non. Ensuite, le TSX, donc ça, c'est les 60 entreprises canadiennes. Là, on a fait un plus 0,41, ce qui est rien. Par contre, en 6 mois, tu me l'avais noté, on a fait quasiment un plus 10% sur la bourse canadienne, ce qui est bien. Et le CAC 40, donc les entreprises françaises, 0,2, 0,71%, donc pas énorme. On avait identifié quelques secteurs, je ne sais pas si tu veux nous passer à travers des petits secteurs. Là, j'en avais mis deux facteurs. Donc, c'est le secteur pharma, donc 2% pour le mois. Et depuis le début de janvier, en fait, début d'année, 7,15%, pas mal. Et ce fonds-là, si vous voulez l'acheter, mettons, tu me dis, moi, je voudrais un 5 à 10% du secteur pharmaceutique. Ce fonds-là s'appelle XHC, à ne pas confondre avec XCH, qui est un fonds des entreprises chinoises. XHC, c'est le secteur pharma. Et on a aussi le secteur biens de consommation, qui a pris 1,52% pour le mois. Secteur des biens de consommation canadienne, donc on parle de 10 entreprises comme on a Couche-Tard, Saputo, Loblaw, Sobeys avec IGA, Métro, etc. Donc c'est un secteur qui performe quand même bien, qu'on a un très très bon
une bonne montée là, de ce secteur-là. Pareil, je ne mettrai pas 100% de mon portefeuille là-dedans, mais tu sais, de pondérer un peu de son portefeuille avec il s'appelle XST, qui est sur le site BlackRock. Donc, quand même bien. Veux-tu nous passer à travers? Là, on a mis les actions notables, donc des grosses actions, des grosses entreprises qui ont subi des chutes ou des hausses. Donc, je te laisse commencer. Donc, on a Google en premier. Pour le mois de février, moins 12,9%. Ça, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a Tesla ensuite. Tesla, j'ai vu, c'est son deuxième pire mois depuis qu'ils ont fait l'IPO, donc l'introduction en bourse. C'est leur deuxième pire mois, moins 26,40% pour le mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est fou. Quelqu'un m'a texté que c'était tout le temps comme ça, cette période-là, mais je n'ai pas... Février, peut-être. Il m'a texté ça, la personne, il dit c'est normal. Après, il y a vraiment des très gros fervents défenseurs de Tesla. Mais après Tesla, est-ce qu'il y a juste les autos qui sont en jeu? Non, ils ont beaucoup de technologies qui sont en train de Il y a plein de trucs qui... Je ne le considère pas comme un secteur automobile. Non, pour moi, c'est de la technologie, bien sûr. Ouais, c'est ça, on a perdu. Ils ont perdu 24,90, mais quand même, il faut le dire qu'en 6 mois, ils sont quand même à plus 40%. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder le long terme. Là, on vous parle du court terme, mais il y a le long terme qui Après, c'est un rabais, c'est peut-être surévalué. Je crois que c'était on a atteint le deuxième plus haut de Tesla, ou la même chose que... Tu veux dire en prix? Ouais. Écoute, si on regarde, on a vraiment atteint un sommet historique qui a été à quelques mois, donc 19 décembre 2024, qui était vraiment très très haut. Et on est à un ratio, là, il est où mon... Il y a un ratio qui est quand même PE ratio à 138,33. Donc le 138,33, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que ça dit que la compagnie est extrêmement surévaluée, mais c'est pas parce qu'une compagnie est surévaluée qu'elle va arrêter de grossir, et c'est pas parce qu'une compagnie est sous-évaluée qu'il faut l'acheter parce qu'elle va monter. Ça peut être une bonne chose de la regarder, mais c'est pas tout. C'est ça, faut pas se baser là-dessus, effectivement. Ensuite, après Amazon, moins 11,19%. Toi aussi, ils ont une bonne débarque pour ce mois-ci. Mais en 6 mois, 22,86% dans le positif. Donc, encore là, on a BMO, donc grande banque canadienne, 3,18%. Donc, c'est pas mal. Amazon... Et je pense que BMO, si ma mémoire est bonne, je peux dire de bêtises, nous ont fait un sommet historique il y a quelques jours. Donc, on parle du 25 février, BMO faisait un sommet historique. Puis, admettons, tantôt, on a dit Tesla était à 138 de ratio. Donc, on dit que, mettons, en dessous de 30, là, 20 à 30, c'est une compagnie qui est à bon prix. Tu sais. Puis qu'en dessous de, je pense que c'est 15, 10 à 20, c'est correct. 0 à 10, c'est sous-évalué. Tu vois que BMO, actuellement, est à 14,01. Donc, ça veut dire qu'on est quand même très bon au niveau du prix. BMO donne un dividende de 4,28%. Donc, si vous avez 100 000 de BMO dans votre CELI, vous pouvez avoir 4 280 par année qui tombent libres d'impôts. Plus une croissance également, puisque quand même, en 3 mois, l'année passée, en un an, là, ça fait 21,58%. Énorme. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Et dans les 6 derniers mois, BMO a fait 33,09%. C'est bon. Et moi, on vient me dire sur mes vidéos TikTok, ton 8%, t'abuses vraiment, rien ne fait 8%. Je suis fan. Google, fais juste googler. C'est quoi, combien la bourse fait? Ils vont te le dire, là. Donc, c'est quand même très bien. Et ils font beaucoup d'argent. On parle d'un EPS, un basic EPS, donc earning per share, qu'on appelle de 10,63, ce qui est quand même beaucoup. Là, on parle que de 3 à 6 EPS, c'est bien. 10,63, c'est... Est-ce qu'elle fait partie du top 10 des compagnies du TSX? Oui. Je dis oui avec beaucoup d'assurance. Mais... dans le top 10, c'est la plupart, c'est des banques à charte c'est ça, canadienne. Exactement. Okay. TSX, comment il s'appelle? C'est XIU. Le TSX. Je vais te dire, c'est une bonne question, mais oui, il y a les 6 banques canadiennes normalement. C'est RBC en premier, Shopify après, TD, Enbridge, Brookfield, Banque de Montréal, BMO.
donc il est 6e. OK. Et il pèse pour 3,72 alors que RBC pèse pour 8,07. Et ça, la beauté d'un FNB, par exemple celui-là, XIU qui suit le TSX60, il est rebalancé. Donc peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, je sais pas quand est-ce qu'il va avoir le rebalancement, peut-être que Banque de Montréal va être premier, deuxième, puis que RBC, vu qu'il y a eu des moins bons résultats, va redescendre en bas. Donc c'est eux qui... Non, c'est fou, c'est un FNB, c'est la clé. Tu sais pas si une compagnie va chuter, puis elle peut s'enlever. Tu sais, entre 2000 et puis 2025, il y a une seule compagnie qui est restée dans le top 10 du S&P 500, c'est Microsoft. C'est la suivante. Ouais. Quand même. Donc, exactement. Qui a Microsoft pour le mois, moins 11,23. Mais Microsoft perdure depuis 25 ans maintenant, puisque tu as dit depuis 2000, à rester dans le S&P 500. Donc c'est quand même incroyable. Ensuite, on a Couche-Tard, que depuis janvier est à moins 10,12%, moins 5,4% pour le mois de février, mais quand même une bonne baisse de Couche-Tard. Par contre, ça reste quand même un fleuron québécois, une compagnie qui est solide, qui est bien ancrée. Donc, tu sais, les résultats perdurent, ils innovent quand même. Je pense que c'est l'une des bonnes compagnies québécoises qu'on a qui innovent. Donc, moi, personnellement, je suis pas inquiet. Ensuite, ma compagnie préférée que je n'ai pas, Coca-Cola, avec 13% en un mois, 13,83%. Donc, il y a une énorme montée là, il y a quelques jours. Ils ont sorti leurs états financiers. Et on a eu une montée. Donc, en gros, quand ils ont sorti leurs états financiers, donc c'est public, ils ont fait une surprise. Dans le fond, ils avaient estimé quelque chose au niveau des revenus et des profits. Ils ont fait plus 6% de ça. Donc, là, souvent, tu as des investisseurs ou des fonds d'investissement qui vont investir pour dire, comme Warren Buffett, il y a du Coke, on va augmenter notre exposition. On va en mettre plus de notre portefeuille. Au lieu que ça représente 5% de notre portefeuille, on va l'augmenter à 8% du portefeuille. Donc, c'est ces mouvements-là qui font des hauts et des bas. Je te laisse la suivante. Visa, donc que tout le monde utilise, ou Mastercard, 8,43% en un mois, ce qui est assez fou. Ouais. Je sais pas si on est dans le plus haut. Ouais, all-time high. Ouais, exactement. Si on la regarde, Visa. Ouais, dans le fond, la dernière journée de bourse qu'on a eue vendredi, le 28 février, c'était un sommet historique. Quand même, tu sais, on parlait peut-être d'une récession, mais tu sais, il y a des compagnies qui ont beaucoup baissé, mais il y en a qui ont fait... En 6 mois, Visa est à 30%. C'est énorme. Là. Je ne sais pas si les gens imaginent ce que c'est. Ce ne sera peut-être pas ça année après année, mais on est quand même un très bon... Donc, Visa ne donne pas de dividendes. Basic earning per share, on est 13,88. Et le PE ratio, donc on a dit qu'en dessous de 10, c'était sous-évalué. Le PE ratio de Visa est à 2,51. Donc, ça veut dire qu'il y a une place énorme pour que cette compagnie-là monte encore. Donc, je dirais acheter du Visa, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'était plus une plaisanterie. Et dernière compagnie qu'on connaît aussi, puis ça va être la saison des sucres, Maple Leaf, qui nous a fait 18,86% en un mois. Donc, compagnie canadienne, Maple Leaf. Il y a une équipe de sport qui s'appelle les Maple Leaf, non? Ouais, Toronto. C'est Toronto, je connais ça. Action haute performance, tu nous avais mis 2 trucs. Je te laisse les mentionner. Donc, SMCI, Super Microchips Intelligence. OK. Ouais. 47,13%. En un mois? En un mois. En novembre, il avait chuté, je crois qu'il était à moins 60%. C'était quelque chose de fou. J'en ai acheté. OK. Et j'ai fait la grande erreur de... vendre? Ouais, de vendre. Puis, donc 47,13%, c'est énorme. C'est fou. Mais quand même, il faut dire qu'ils ont fait une chute de 50%. Donc, il faudrait faire un 100% pour revenir au même... Tu sais, faut pas... Si une compagnie fait une chute de 50%, il ne faut pas refaire un 50% pour il faut faire un 100%. Donc, t'es mal compris. J'avais fait un graphique comme ça. Une chute de 10% pour reprendre, c'est pas 10% que ça prend. Je pense que c'est 15%. Puis plus tu fais des grosses chutes, plus ça te prend. Justement, moins 50, ça te prend 100%. Donc, c'est plus dur de remonter. Faut pas dire, j'ai perdu 5%, faut juste que ça refasse un 5%. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je vois le graphique. Et en un an, ils ont fait moins 50% au total, là, si on prend le... donc,
des mentions de fraude dans la compagnie, mais c'est quand même une des compagnies les plus importantes dans le secteur des chips. Donc, des puces avec NVIDIA, il y a Broadcom. Donc, ouais, une compagnie assez à regarder quand même. C'est quand même 47%. Moi, c'est super. Puis on a Starbucks. Ouais, 15%, 15,34% dans le dernier mois. Puis depuis le début de l'année, on est à 26,9%. C'est beaucoup aussi. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est très bon. Ouais. Je pourrais pas dire. Je suis pas un consommateur des Starbucks non plus. Mais ouais. Et action en baisse, tu nous avais mis Palantir. Oui, donc qui fabrique des logiciels principalement pour l'armée. Ils ont quelques contrats. Ils ont le FBI comme client. Donc, ils font c'est une compagnie là, qui fabrique des logiciels assez performants. Moins 32% en 10 jours. T'as-tu vu l'année, en un an, combien ils ont fait? J'ai acheté la compagnie à 21 $. On est allé à 122. Puis là, en 10 jours, ils sont retombés à 84 $. Mais quand même, quand j'étais à 122, j'étais à 320% de rendement. En un an, la compagnie a fait 242,28%. Ouais. C'est fou. Parce qu'en fait, c'est ça. Imagine quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent puis qui se dit, tu sais quoi, je vais mettre un 10 000 là-dedans. Ouais. Tu sais, juste ça, un 10 000, tu sais, il y a des gens pour qui 10 000, c'est du change, là, qui mettent même 50 000, tu sais. Ouais. T'imagines? C'est fou. J'ai eu 4 000 $. J'ai plus que doublé. Ouais, c'est sûr. Si t'as fait 300%, ouais, c'est énorme. C'est fou, ouais. Mais moins 32% en 10 jours. C'est pour ça que t'as pas le cœur accroché. Ouais. Quand même, en 2 semaines, on est passé de 80 $ à 120. Donc, quand même, je crois qu'il fallait que la compagnie baisse un peu. Puis si on regarde purement le graphique, là, on voit qu'il y a quand même, bon, vous le voyez pas à l'écran, mais tu sais, on voit vraiment une méchante zone ici. Ouais. Là. Vous avez aux alentours de 85 $, là, on voit vraiment. Avec un PE ratio, c'est abusé, là. Donc, la compagnie est vraiment surévaluée, mais ça l'empêche pas que... 448, c'est 28. C'est ouais. Donc, on a dit tantôt de 20 à 30, c'est... Elle était surévaluée à même 30 $. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Et tu nous l'as dit tantôt, le fait intéressant que la seule entreprise qui est restée dans le S&P 500, c'est Microsoft de 2000 à 2025. Et c'est ça, la beauté d'un FNB. Ouais. C'est que c'est pas à nous de décider. Donc, si vous êtes débutant d'investissement, si vous savez pas trop où est-ce qu'on se pitch, puis là, souvent, les gens m'écrivent, ils commentent mes vidéos, fais juste investir dans VEQT, puis tiens, je viens de te faire sauver de l'argent. Mais malheureusement, pas tout le temps. Puis, je dis souvent que je suis pas fan de ces fonds tout en un. Je sais pas si t'en as des fonds tout en un comme ça. Moi, j'en ai pas. Moi, j'en achète pour ma mère. Mettons, ma mère, elle a du VGRO. Donc, VGRO, c'est 80% actions, 20% obligations. Des obligations sont des prêts d'entreprise qu'on va faire un petit peu de rendement, mais qui va être sécuritaire. Ma mère ne prendra pas un fonds 100% actions, même si, parce qu'elle a 61 ans bientôt, même si je pourrais la baquer s'il arrive quelque chose, mais non, la réponse de tu devrais prendre VEQT, non. Et pourquoi j'aime pas les fonds tout en un, en tout cas pourquoi je suis moins fan, c'est parce que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, puis ça me dérange pas, parce qu'il y en a, moi, dans mes compétiteurs qui font de la formation en ligne, qui prêchent VEQT, XEQT, VGRO, voilà. Ça peut être correct pour commencer. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un bazooka. Vous voyez VEQT comme en fait, VEQT investit dans 40 et quelques % aux États-Unis, 20 et quelques, 30% au Canada, marchés internationaux et marchés émergents, donc la Chine, le Brésil, Taïwan, etc. Par contre, au lieu de se dire, je vais investir dans les 500 meilleures entreprises américaines, je vais investir dans les 60 meilleures compagnies canadiennes, je vais investir dans le CAC 40, je vais investir dans le DAX, qui est le S&P mais allemand, je vais investir dans les fonds émergents mais des grosses entreprises en Chine, le XCH comme je disais tantôt. VEQT et ses déclinaisons ne font pas ça, ils investissent dans toutes les entreprises. Ouais. Donc au lieu de choisir les plus performantes, ils se disent on va mettre un coup de bazooka et ça va. Ils vont faire des rendements. Donc ils investissent dans 10 000 compagnies américaines, 300 ou 266 compagnies canadiennes, etc., etc. Donc on se retrouve avec un paquet dans VEQT de 10 000, 13 000 entreprises. Donc tu feras du rendement à long terme. Et voilà, on se complète bien, mais ça t'en enlève quand même. Ouais.
Donc, si toi, tu es un investisseur et que tu dis, moi, je veux quand même chercher des bons rendements parce que, c'est pas grave que je fasse du 8 ou 10%, c'est pareil. Guys, 2% par année sur 10, 15, 20 ans, l'énorme différence. Je peux vous le dire. On va aller sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle gérezmieuxvotreargent.ca. C'est la beauté de l'intérêt composé. Placement initial, on va dire qu'à chaque année, tu mets ton 7 000 $ une fois par année dans ton CELI. Et on s'est dit que tu manques 2%. Okay, on va le calculer comme ça, il y aurait d'autres manières, mais je vais le faire comme ça. Sur 30 ans, sais-tu ça? Je mets 7 000 par année, 2%. Sur un an, dans le fond, ce serait 73 000 $, 74 000 $ d'intérêt que tu aurais comme potentiellement perdu. En fait, tu ferais moins de rendement là-dessus. Le calcul n'est pas exact parce que là, on parle d'intérêt composé, là, c'est un peu en négatif, mais en gros, là, vous allez perdre des dizaines de milliers de dollars si vous placez seulement à 7 000. Là. Si vous placez plus que ça, ce 2% peut vous donner des mois de retraite beaucoup plus dorés que autres. Moi, souvent, ça me fait capoter. Quand c'est des gens qui placent, mettons, parce que des fois, on me dit, j'ai pas beaucoup d'argent, des gens qui placent à 3 000 $ par année, okay, qui placent 3 000 $ par année, puis c'est correct, chacun fait comme il veut, mais justement, qui perd ce... regardez, on va aller sur l'impact des frais de gestion sur l'AMF. Ça va être un peu mieux, l'impact des frais d'investissement. On parle de quelqu'un qui met 3 000 par année et on va prendre 6 ou 8%. Ça va être beaucoup mieux comme ça et on va le prendre sur, on va dire 25 ans parce que je suis gentil aujourd'hui. Donc ça, c'est les frais de gestion? Bah, c'est le 2, on va dire le 2% que tu vas payer en trop. 128 000 $ de différence. Là, je parle souvent de quelqu'un qui dit je mets 3 000 par année, puis je paye mettons quelqu'un qui paye des frais de gestion. Vous prévoyez obtenir un rendement de 8 et je paye des frais de 2. Tiens, ça va être ça. OK. Soit 58 000 $ de différence. Donc, tu sais, c'est beaucoup. C'est pour ça que quand je parle de quelqu'un qui investit pas d'une façon autonome puis qui fait pas beaucoup d'argent, je dis peut-être que tu devrais te former, te payer une coupe de 100 $ ou peu importe les formations qu'il y a sur le marché. Mais au moins, tu vas savoir le faire toi-même. Puis tu vas pouvoir, tu sais, je le calcule la fois passée, là, mais cet argent-là, qu'au lieu de faire 219 000, il t'en reste 160, imagine cette différence-là de 58 000, peut-être qu'elle serait mieux dans ta poche à la retraite. Là. Surtout si tu as seulement investi 3 000 par année. Là. Donc, les tout en un, est-ce que finalement la diversification, c'est bien, mais peut-être que trop de diversification... Moi, je pense que oui. Je pense que trop divers. En fait, tu l'as bien résumé, parce que moi j'ai fait des longues phrases, mais c'est que trop diversifié, ça va t'enlever du rendement. C'est Warren Buffett qui dit tout le temps ça. Que la pire chose pour faire du rendement, c'est la diversification, dans le sens que c'est bien d'être diversifié, d'avoir des bonnes business, mais c'est un peu les deux grands mythes, là, si on avance un petit peu plus en investissement, qu'on est un peu plus sérieux, c'est les tout en un, qui c'est la meilleure chose à vie, non. C'est le deuxième mythe, je l'ai oublié en parlant, tu vois, parce que je suis fatigué. Merci à mes courtes nuits. Mais en tout cas, de penser que d'avoir un tout en un, ça va juste générer beaucoup d'argent, etc. C'est pas tout le temps vrai. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et le deuxième mythe, excuse-moi, comme quoi les États-Unis, comme on disait tantôt, tu es juste investi aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que la clientèle est américaine. Exactement. Pas parce que ta compagnie a son siège social basé là que c'est ça. Donc, c'est tout pour la revue des marchés d'aujourd'hui. Merci Céramique DF pour présentation de l'épisode. Merci au studio Les Bunkers et merci à Anthony pour d'avoir travaillé aussi sur le document. Ça m'aide beaucoup aussi. Puis j'espère que vous aimez ça, de voir un petit peu comment les marchés vont actuellement. Puis peut-être que pour les prochaines, on pourrait donner des takes, d'essayer de, même si on sera sûrement à côté, je pense que là, ils avaient pris une firme, Fidelity, avait pris, non, c'est pas Fidelity, il y a une autre firme qui avait pris les experts qui avaient fait des prévisions, puis 46% étaient... 46% étaient... Non, excuse-moi, sur 50 prévisions, je me souviens plus de la statistique, donc tant pis, je ne la dirai pas, mais la statistique était dégueulasse, comme quoi ils s'étaient trompés de fou, les experts, et ils disaient qu'en fait, si on avait roulé un dé ou tiré au sort, on aurait probablement fait mieux que les prévisions des experts. Donc, apprendre toujours avec
avec des pincettes les fameux experts de l'économie, parce que même si, c'est ce que je disais la fois passée, il y a des signaux de swing trading qu'on envoie, les mois immobiliers se sont croisés, c'est vrai de sortir d'un triangle, il y avait un breakout, ça a rebondi. T'as Trump qui fait un call sur Zelensky, les marchés chutent. Ça, tu peux pas le contrôler. Au long terme, en fait, même les professionnels, ils peuvent même très peu, ils peuvent pas battre le marché au long terme. Donc, 8 sur 10 ne battent pas le marché, puis les 2 sur 10 qu'ils battent, c'est pas les mêmes à chaque année. Ouais. Donc des fois, il y a aussi des coups de chance et de hasard. Ouais. Un mot pour conclure, Anthony? Rester investi. C'est vrai. Ouais. Time in the market beats time in the market. La semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée.